Chers collègues, je vais avoir le plaisir d'aborder le sujet qui nous occupe depuis ce début d'après-midi sous un tout autre aspect, puisque je vais vous parler de l'archéologie de l'œuf. Alors c'est très ambitieux de vous parler des œufs archéologiques. Pourquoi ? Parce que les œufs se conservent mal, de fait de leur fragilité structurelle. Les œufs se fragmentent énormément, ce qui fait qu'ils sont peu retrouvés dans les contextes archéologiques. Et puis, dernier problème, la détermination spécifique est extrêmement complexe. Ils ont perdu leur couleur, ils ont perdu une partie de leur matière. On a actuellement deux techniques expérimentales de détermination, soit par la microscopie électronique, qui est expérimentale encore, soit par la détermination protéomique, donc un projet qui est développé avec par Joël Grotron et toute son équipe, donc un projet dans lequel on met plein d'espoir d'un point de vue archéologique de pouvoir enfin déterminer les espèces. Pour l'instant, quand on a des œufs en archéologie, ça va se limiter à des mentions dans les rapports de fouilles, au mieux des coquilles. On ne sait pas du tout de quelle espèce et donc c'est totalement inexploitable. Quand on essaye de quantifier ou d'inventorier les œufs d'oiseaux dans les contextes préhistoriques, ici les contextes magdaléniens entre moins 17 et moins 17 000 ans et moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, on arrive péniblement à partir d'une cinquantaine de sites archéologiques inventoriés à 4 sites ayant livré des coquilles qui ne peuvent pas être déterminées par espèce, qui ont été estimées par rapport à leur taille à des anatidés, c'est-à-dire cygnes, oies, canards, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. La ressource que représentent les œufs, qui est une ressource bien sûr essentielle, est donc totalement sous-estimée. On ne peut vraiment pas en parler à partir des ressources archéologiques. Il faut aller dans des contextes soit ethnographiques, soit des contextes où on a à la fois des ressources archéologiques et des sources écrites qui nous permettent cette fois-ci d'aller un peu plus loin. Ici, c'est l'exemple de Saint-Kilda en Écosse. C'est un endroit, un petit archipel de 10 km² où pendant un millénaire, on a eu des populations humaines qui sont installées dans un milieu particulièrement hostile. Alors, c'était des gens qui étaient agriculteurs et éleveurs, mais qui, à partir de cette production, n'arrivaient absolument pas à se nourrir. Donc, ils ont développé des stratégies d'utilisation des oiseaux en particulier, qui sont très riches sur l'île. Quand on replonge dans des sources écrites, donc on a une estimation en 1697 avec 180 habitants sur l'île qui consomment en un an 22 600 oiseaux et qui vont collecter 16 000 œufs pour leur consommation avec toute une série de protocoles de mise en réserve, de séchage. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils exploitent 14 espèces d'oiseaux différents, donc des footbassans, des macareux, des étourneaux. Donc, ils vont chercher des oiseaux qui ont des types très différents et dans des écosystèmes et des modes de fonctionnement différents pour collecter ces œufs. Et là, on voit bien que cette ressource était tout à fait essentielle pour les groupes humains dans un milieu un petit peu hostile et que les hommes préhistoriques les ont utilisés alors qu'on est incapable de l'estimer d'un point de vue archéologique. À partir de la domestication, on va avoir la domestication, donc, par exemple, du coq dont on parlait tout à l'heure, vers 5000 avant Jésus-Christ, dans l'Asie du Sud-Est. Et ce coq va être introduit en France à partir de l'âge du fer. On a les premiers témoignages de la volaille vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette volaille, donc le coq, puis les oies, les canards, plus tard bien sûr le dindon, le canard de Barbarie, vont évidemment s'installer dans le quotidien des humains et prendre une place de plus en plus importante. Dans les contextes archéologiques, donc là c'est un contexte d'époque romaine près de Reims, on a toujours ce même problème de coquilles
qui ne sont pas déterminables, et ce sont les ossements découpés en particulier, qui vont nous donner une idée de la variété des espèces d'oiseaux exploités et de volailles, et de leur utilité avec des approches concernant plus finement l'alimentation. Autre contexte ici, dans des ensembles du Moyen-Âge, dans lesquels on bénéficie davantage de restes d'œufs. Pourquoi? Parce que ce sont des contextes de latrines, et les latrines du Moyen-Âge sont beaucoup plus systématiquement tamisées par les archéologues pour récupérer tous les petits fragments qui s'y trouvent. On a une surabondance de données sur les œufs pour le Moyen-Âge, et là vous avez donc, grâce à la fameuse détermination protéomique, la détermination du canard et de la poule dans ces deux contextes. Néanmoins, on est vraiment impuissant à comprendre et à, je dirais, quantifier ces œufs dans le quotidien des sociétés. Dans le contexte funéraire, c'est un peu différent puisque le coq prend une place importante en tant qu'offrande dans les tombes gauloises puis romaines, avec, vous voyez, une apparition au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, et puis un coq qui va prendre une prépondérance absolue jusqu'à éliminer le porc, qui était pourtant considéré comme une viande particulièrement importante, particulièrement raffinée, entre autres, dans ces offrandes alimentaires funéraires. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'offrandes d'œufs dans ces contextes funéraires. Ce sont des œufs que je cherche maintenant depuis près d'un an. Je cherche les œufs dans tous les contextes archéologiques de France dans le contexte de ce projet, et j'ai trouvé 3 ou 4 mentions d'œufs dans des contextes antiques que je vous présente. Donc là, on est à côté de Lyon, on est dans une nécropole romaine, et on a 2 types de tombes. On a d'une part des tombes à incinération qui concernent des adultes, et d'autre part des tombes à inhumation pour les nourrissons. Pourquoi? Parce que les nourrissons ont un statut différent, un statut social différent. Ils n'ont pas franchi un certain âge qui leur permet de bénéficier de l'incinération au même titre que les adultes. Donc voilà un exemple. Vous avez un adulte ici qui est incinéré. Donc très probablement les restes étaient déposés dans un textile ou dans un cuir. On voit une urne entre guillemets. Et puis à proximité le dépôt de 2 œufs. Toujours la même nécropole. Ici on a des nourrissons. Donc des nourrissons entre 6 et 12 mois et 3 et 12 mois. D'un point de vue anthropologique, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Avec là aussi le dépôt d'œufs. Il y a une des sépultures où on a 4 œufs qui ont été déposés, avec des dépôts associés, vous le voyez, de céramique ou encore de perles, donc des parures. Un autre contexte beaucoup plus proche de nous, on est à Tavan, pas loin de Chinon. Et là, on a une petite nécropole romaine avec, vous voyez, une petite dizaine de tombes de nourrissons, là encore, exclusivement. Et dans l'une d'entre elles, vous voyez, on a là un sarcophage et un dépôt de céramique avec à l'intérieur une coupelle de sigillé qui contient un œuf. Pour la région centre, j'en ai un seul. Voilà. Alors, cet œuf est le seul de tout cet ensemble de tombes. Il est associé à une épée miniature. Donc, cette épée miniature, ce n'est pas du tout un jouet, c'est la matérialisation du statut social de l'individu à travers un objet qui est tout à fait ostentatoire. Vous voyez la taille des couteaux chez les adultes et la taille des couteaux qui sont déposés dans les tombes d'enfants. Donc, on est vraiment dans du similaire mais miniature, et ça montre bien qu'on est dans une tombe exceptionnelle, une tombe probablement aristocratique. C'est toujours difficile de statuer à partir d'une sépulture du statut de l'individu, mais là on est chez un nourrisson, je dirais, d'exception, puisque même tout jeune, il bénéficie déjà d'attributs qui sont réservés à une élite sociale. Ces dépôts d'œufs, ils sont beaucoup plus fréquents dans un contexte spécifique, le Haut Moyen-Âge,
vous voyez, dans le nord-ouest de l'Europe, avec des offrandes alimentaires qui sont systématiques dans les sépultures, des offrandes alimentaires qui concernent le fameux cochon, qui est présent depuis la période gauloise de façon assez récurrente. Et puis vous voyez 30% d'œufs et 20% de poules. À eux deux, les produits associés de viande et d'œufs représentent 50% des offrandes dans ces sépultures. Et donc on est vraiment dans un signal extrêmement fort par rapport à cette espèce et bien évidemment par rapport à sa symbolique. Un exemple, une nécropole ici, 144 sépultures, 122 individus, 47 dépôts alimentaires, dont 37 concernent des œufs. Voilà des œufs archéologiques, à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup plus de sédiments que de coquilles, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et donc on a vraiment une association des défunts qui ne se fait que dans cette région, des œufs et des défunts qui ne se fait que dans cette région. Donc voilà à quoi ça correspond d'un point de vue archéologique au moment de la fouille. Une fois que les archéologues ont repéré qu'il y avait des œufs, on prend des précautions pour fouiller à proximité et pour récupérer bien évidemment un maximum de données concernant ces œufs. Alors, dans les tombes, on revient aux discussions de ce matin. Quelles sont les symboliques associées à ces œufs? Est-ce que c'est la Renaissance? Est-ce que c'est l'éternité? Mettre des œufs ou l'idée de renaissance pour ces nourrissons qui sont vraiment morts en très bas âge. Pour les adultes, des idées peut-être associées à la fertilité. C'est toujours évidemment très complexe de raisonner autour de ça. Ça peut être aussi une nourriture, donc une nourriture pour le défunt. On a vraiment des cas où on a des offrandes alimentaires qui se distinguent d'animaux qui vont être déposés comme des animaux de compagnie. Peut être aussi la nourriture du banquet funéraire, puisqu'on a des traditions de banquet pour accompagner le moment ce passage particulier. Et bien évidemment, les œufs peuvent en faire partie. Ces œufs, dans les contextes romains qui sont documentés par des représentations, comme ici à Pompéi, où vous avez des œufs à côté d'un vase en argent et à côté... ce sont des grives, je crois. Voilà, un chapelet de grives. Ces œufs sont associés à des milieux aisés, des milieux aristocratiques, avec des recettes qui sont inventoriées, avec des œufs, dans certains cas, qui font partie, qui entrent dans des pâtisseries qu'on va offrir aux dieux. On est vraiment donc dans des contextes particulier. L'œuf n'est peut-être pas accessible à tous, en tout cas pour les premières, tout au début de son arrivée dans ces contextes gaulois et romains. Ils sont pourtant présents dans les fermes. On a des os de poules un petit peu de façon systématique dans les fermes qui paraissent les plus rurales. Et on aimerait bien pouvoir au moins situer les pondoirs, puisque c'est une des conditions pour pouvoir consommer derrière les œufs. Mais on est dans des architectures qui sont des architectures périssables, que ce soit dans des contextes ethnographiques ou dans des contextes d'iconographie, et on n'en a aucune trace. On a un certain nombre de sources textuelles en Égypte, en Grèce, en Italie, qui renvoient à l'émerveillement des populations qui ont découvert ces animaux, le coq qui annonce le matin le jour, ou la poule qui donne des œufs en dehors de toute saisonnalité, même si c'est quand même sur une saison, mais qui va donner des œufs tous les jours. Et il est certain que l'arrivée du coq, ne serait-ce que par sa couleur, a marqué symboliquement les populations et a été approprié dès le début par des groupes particuliers qu'on appelle facilement en général les aristocrates. Quelques témoignages iconographiques. Donc là, vous voyez une fibule qui
qui est dans une tombe princière. Et j'ai découvert hier qu'il y avait des œufs dans cette tombe princière, donc je vais aller essayer de la pister. D'autres illustrations ici, des coques sur des monnaies gauloises, hein, en Gaule Belgique, ou encore des représentations de coques qui montrent bien que c'est un animal qui est important, dont la symbolique, je dirais, quotidienne, il y a une présence hein, avec les humains, mais qu'il est bien évidemment très difficile de cerner à partir des données archéologiques. Je vous remercie.